Bonjour, bienvenue donc dans la dernière partie du cours. On est donc sur le thème, enfin sur l'objet du travail conclusif, histoire et mémoire des génocides juifs et tziganes. Et la troisième partie du cours s'intitule donc le génocide dans la littérature et le cinéma. Il s'agit donc ici de comprendre comment la littérature et les écrans ont traité le phénomène de la Shoah. Alors, on va voir que c'est une question extrêmement complexe, parce que, dès le départ, en fait, les gens vont s'interroger sur la possibilité ou non, de raconter, la Shoah. Pour ça, je vous propose, de commencer avec 2 documents d'accroche. Le premier est donc une couverture d'un livre le livre s'appelle «Au cœur de l'enfer», et comme c'est écrit, sur la couverture, ce sont des documents écrits d'un Sonderkommando d'Auschwitz en 1944. Il s'agit donc en fait des récits écrits par un Sonderkommando, hein. Je rappelle que les Sonderkommando, c'est donc commando spécial en allemand. C'était donc les équipes de juifs chargées donc de s'occuper des chambres à gaz, de récupérer les corps, de leur couper les cheveux, de récupérer les bagues, d'arracher les dents en or, puis de faire disparaître les corps dans des fours crématoires ou des fosses. Et donc Zalmen Gradowski est l'un de ces Sonderkommando d'Auschwitz. Euh, il a été exécuté à Auschwitz, mais comme un certain nombre de ses collègues, entre guillemets, il a rédigé des témoignages au moment où il était dans les Sonderkommando, cachant ses récits. Et donc on a retrouvé deux manuscrits de cet homme, cachés dans des gourdes en métal à Auschwitz. Et ces manuscrits ont été ensuite rassemblés dans un ouvrage qui s'appelle Au cœur de l'enfer, qui a été publié, je crois, en 2001. Deuxième image, il s'agit donc d'une affiche d'un film qui s'appelle Le fils de Saul, et qui traite justement des Sonderkommando. C'est un film qui est sorti en 2016 et qui renouvelle la manière de représenter la Shoah. Donc il nous plonge au cœur des chambres à gaz et des fours crématoires, et on reparlera de ce film dans la deuxième partie, dans le grand B, c'est-à-dire la Shoah au cinéma. On essaiera de voir justement quel parti pris prend ce film. Donc on a ici en tout cas deux, je dirais les deux bouts du récit, hein, depuis le témoignage dans le camp par des gens qui font partie du camp jusqu'à une œuvre de fiction qui essaye de restituer, euh, sinon la réalité, du moins en tout cas une impression de réalité de ce qui se passait dans les Sonderkommando. Alors, on va commencer donc par essayer de voir dans un grand A, qu'en est-il de l'écriture des récits autour de la Shoah depuis 1945. Donc notre grand A, c'est donc écrire le génocide. Et écrire le génocide n'a rien d'évident. Plusieurs personnes qui se sont penchées sur cette question ont des avis assez différents. Theodor Adorno, qui est le fils d'un juif allemand et d'une allemande non juive, réfugié aux États-Unis pendant la guerre, sociologue, philosophe, euh, pour lui, en tout cas dans les années qui suivent la guerre, considère qu'il n'est pas envisageable d'écrire quoi que ce soit sur la Shoah. En tout cas d'utiliser l'art pour en parler, puisque comme il le dit, quelle est la légitimité de l'art confronté à la souffrance suprême? Il ira même jusqu'à dire qu'on ne peut pas écrire de poésie après Auschwitz. Euh, Aaron Appelfeld, au contraire, donc, qui est un auteur israélien, qui lui a connu non seulement le ghetto de Cracovie, mais ensuite la déportation dans les camps dont il a pu s'évader, euh, a un avis totalement différent. Il a beaucoup écrit sur les camps, la Shoah, et lui il considère que seul l'art a le pouvoir de sortir la souffrance de l'abîme. Hein. Donc, il considère que l'art est une manière de répondre à la barbarie nazie et de faire de faire comprendre ou entendre, en tout cas, ce qu'était ce génocide. Cette question, elle est vraiment au cœur des survivants, en tout cas. Est-ce qu'il faut ou non raconter? Comment raconter? Elie Wiesel, lui-même rescapé du camp d'Auschwitz, euh, considère donc que Auschwitz nie toute littérature, comme il nie tous les systèmes, toutes les doctrines. L'enfermer dans une philosophie, c'est le restreindre.
le remplacer par des mots, n'importe lesquels, pardon, c'est le dénaturer. La littérature de l'Holocauste, le terme est un contresens. Pour lui, il ne peut pas y avoir de littérature de l'Holocauste. En fait, on ne peut pas vraiment écrire ce qui s'est passé, on ne peut pas c'est indicible, hein, ça ne peut pas être expliqué d'une certaine manière, même si toute l'œuvre de Wiesel tourne justement autour, en tout cas une grande partie de son œuvre, tourne autour des récits euh, sur Auschwitz et la Shoah. Dans un autre ouvrage, il explique pourquoi il est compliqué pour les survivants de raconter. Je vis, donc je suis coupable. Si je suis encore là, c'est parce qu'un ami, un camarade, un inconnu est mort à ma place. Le système de sélection, c'est-à-dire le fait de sélectionner ceux qui vont aller dans les chambres à gaz et ceux qui vont continuer à travailler, qui était une sélection quasi quotidienne dans les camps comme à Auschwitz, enfin dans le camp d'Auschwitz. Le système de sélection dans les camps ne tendait pas seulement à en décimer périodiquement les populations, mais aussi à amener chaque prisonnier à se dire: cela aurait pu être moi, je suis la cause, peut-être la condition de la mort d'autrui. Donc ce problème de la culpabilité, il va être extrêmement présent chez les survivants des camps, comme par exemple chez Primo Levi, hein, qui est un des premiers à écrire sur la réalité des camps, et qui dit dans un de ses ouvrages, euh, à propos de lui-même, hein, tu as honte parce que tu es vivant à la place d'un autre, et en particulier d'un homme plus généreux, plus sensible, plus sage, plus utile, plus digne de vivre que toi. Effectivement, pourquoi lui a-t-il survécu et d'autres sont-ils morts? D'autres, sans doute, en tout cas à ses yeux, plus intéressants, plus valeureux, plus courageux, plus intelligents, etc. Donc cette culpabilité, elle pose vraiment problème, hein, aux survivants de la Shoah pour pouvoir raconter ce qui s'est passé. Alors on va voir que là, on voit donc qu'il y a donc toute une série de problématiques autour de la question d'écrire le génocide. D'abord, quel mot trouver, quelle forme peut prendre ce récit, et y a-t-il un intérêt ou une possibilité de raconter ce qui s'est passé. On pourrait dire en fait que à cette question, on a eu plusieurs sortes de réponses. La première sorte de réponse, donc j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est celle qui a de la rédaction de manuscrits directement dans les camps. Les déportés ont beaucoup écrit ce qu'ils voyaient, ce qu'ils vivaient. Dès qu'ils le pouvaient, ils écrivaient, et ils cachaient évidemment leurs écrits, puisque c'était interdit pour les déportés d'écrire. On a retrouvé un certain nombre de ces manuscrits dans les cendres d'Auschwitz, dans des gourdes, des bocaux, enfin voilà. Même si beaucoup ont été perdus, puisque les paysans autour d'Auschwitz ont fouillé les cendres après la libération des camps pour essayer de trouver de l'or qu'ils supposaient possédé par les juifs. Et à chaque fois qu'ils trouvaient des manuscrits, ils les jetaient ou bon, ils s'en fichaient un petit peu, sauf quelques-uns qui ont été sauvés. Donc on a des récits des Sonderkommando, par exemple, ou de déportés qui racontent bien ce qu'ils vivaient au moment où ils le vivaient, ce qui permet d'avoir des témoignages in situ, hein, dans le lieu euh, de, de la déportation. Dans la série des témoignages, on peut également citer évidemment Primo Levi, qui est le premier à rédiger, enfin à faire publier un livre après la Seconde Guerre mondiale, racontant la vie dans les camps. Ce livre s'appelle Si c'est un homme. Au début, il passe relativement inaperçu, et c'est à partir des années 60 en fait qu'il va être redécouvert. Euh, donc c'est un peu le même principe. En fait, toutes les mémoires, hein, renaissent dans les années 60, notamment après le procès Eichmann. Alors, en 1947, lorsque Primo Levi écrit, il essaie de décrire en fait son expérience des camps d'Auschwitz. Il a été déporté en tant que juif dans le camp d'Auschwitz, et il a eu la chance, comme il le dit au début, enfin la chance entre guillemets, hein, d'être déporté à la fin, en avril 1944, au moment où euh, pour le Reich il était utile qu'un maximum d'ouvriers puissent travailler, puisqu'ils avaient besoin de bras en fait pour leurs usines, et donc où il prolongeait un peu la vie des prisonniers des camps. Alors, voici un extrait, hein, que vous avez ici, qui montre la manière dont Primo Levi décrit ce qu'il a vécu. Ici, c'est donc l'arrivée au camp. Et brusquement, ce fut le dénouement.
Les portières s'ouvrirent avec fracas, l'obscurité retentit d'ordres hurlés dans une langue étrangère et de ces aboiements barbares naturels aux Allemands quand ils commandent, et qui semblent libérer une arge séculaire. Nous découvrîmes un large quai, éclairé par des projecteurs, un peu plus loin une file de camions, puis tout se tut à nouveau. Quelqu'un traduisit les ordres, il fallait descendre avec les bagages et les déposer le long du train. En un instant, le quai fourmillait d'ombre, mais nous avions peur de rompre le silence, et tous s'affairaient autour des bagages, se cherchaient, s'interpellaient, mais timidement, à mi-voix. Une dizaine de SS plantés sur leurs jambes écartées se tenaient à distance, l'air indifférent. À un moment donné, ils s'approchèrent et sans élever la voix, le visage impassible, ils se mirent à interroger certains d'entre nous, en les prenant à part, rapidement. Quel âge? En bonne santé ou malade? Et selon la réponse, ils nous indiquaient deux directions différentes. Tout baignait dans un silence d'aquarium de scènes vues en rêve. Là où nous nous attendions à quelque chose de terrible, d'apocalyptique, nous trouvions apparemment de simples agents de police. C'était à la fois déconcertant et désarmant. Quelqu'un osa s'inquiéter des bagages. Ils lui dirent bagages après. Un autre ne voulait pas quitter sa femme. Ils lui dirent après, de nouveau ensemble. Beaucoup de mères refusaient de se séparer de leurs enfants. Ils leur dirent bon, restez avec enfants, sans jamais se départir de la tranquille assurance de qui ne fait qu'accomplir son travail de tous les jours. Mais comme Renzo s'attardait un peu trop à dire adieu à Francesca, sa fiancée, d'un seul coup en pleine figure, ils l'envoyèrent rouler à terre. C'était leur travail de tous les jours. En moins de 10 minutes, je me trouvais faire partie du groupe des hommes valides. Ce qu'il advint des autres, femmes, enfants, vieillards, il nous fut impossible alors de le savoir. La nuit les engloutit purement et simplement. Aujourd'hui pourtant nous savons que ce tri rapide et sommaire avait servi à juger si nous étions capables ou non de travailler utilement pour le Reich. Nous savons que les camps de Buna-Monowitz et de Birkenau n'accueillent respectivement que 96 hommes et 29 femmes de notre convoi, et que 2 jours plus tard, il ne restait de tous les autres plus de 500, aucun survivant. Nous savons aussi que même ce semblant de critère dans la discrimination entre ceux qui étaient reconnus aptes et ceux qui ne l'étaient pas ne fut pas toujours appliqué, et qu'un système plus expéditif fut adopté par la suite. On ouvrait les portières des wagons, des deux côtés en même temps, sans avertir les nouveaux venus ni leur dire ce qu'il fallait faire. Ceux que le hasard faisait descendre du bon côté entraient dans le camp, les autres finissaient à la chambre à gaz. Ainsi mourut la petite Emilia, âgée de 3 ans, tant était évidente aux yeux des Allemands la nécessité historique de mettre à mort les enfants des Juifs. Emilia, fille de l'ingénieur Aldo Levi de Milan, une enfant curieuse, ambitieuse, gaie, intelligente, à laquelle ses parents, au cours du voyage dans le wagon bondé, avaient réussi à faire prendre un bain dans une bassine de zinc avec de l'eau tiède qu'un mécanicien allemand dégénéré avait consenti à prélever sur la réserve de la locomotive, qui nous entraînait tous vers la mort. Ainsi disparurent en un instant, par traîtrise, nos femmes, nos parents, nos enfants. Presque personne n'eut le temps de leur dire adieu. Nous les aperçûmes un moment encore, telle une masse sombre à l'autre bout du quai, puis nous ne vîmes plus rien. Donc, ce témoignage sur la Shoah de Primo Levi euh, fait partie d'une manière de témoigner, c'est-à-dire une manière assez clinique de témoigner, en étant très précise, sans effet littéraire. Il n'y a pas de poésie là-dedans, hein, c'est très descriptif sur ce qui se passe réellement, un par un. Il y a un petit peu de jugement, mais très peu. Donc ça, c'est la première manière de fonctionner, hein, le témoignage a posteriori sur la Shoah de survivants, de manière la plus précise possible pour que les choses soient dites et connues. Dans ce type de récit, on peut aussi évidemment prendre le journal d'Anne Frank. Je présente rapidement Anne Frank pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est donc une jeune juive hollandaise qui vit à Amsterdam. Et durant une partie de l'occupation allemande, elle va être cachée dans une sorte d'appartement secret caché que son père a organisé dans son entreprise, mais sans doute parce que la famille a été dénoncée, eh bien ils vont être déportés et Anne Frank mourra à 16 ans, euh, donc du typhus, une maladie transmise par l'époux, dans un camp de Bergen-Belsen. Euh, Son père, qui est le seul survivant de la famille, va découvrir en revenant à Amsterdam le journal que tenait Anne Frank durant toute son adolescence, un petit livre, un petit journal intime qu'elle avait reçu, je crois, en 1940, et qu'elle va commencer méthodiquement, comme beaucoup de jeunes filles font,
à tenir, garçons aussi, leur journal intime, écrivant jour après jour ce qu'elle fait, ses jeux avec les copines, etc. Et puis petit à petit apparaissent dans les livres, lorsque les Allemands surviennent à Amsterdam, eh bien, les privations enfin, les privations infligées aux Juifs durant la guerre. Puis ensuite, eh bien, il y a tout le récit de sa fuite de sa maison et de l'endroit où elle va se cacher, comment elle se cache, comment elle vit cette vie secrète. Et puis voilà, on n'a pas la fin, puisque elle n'emporte pas son journal avec elle, mais on a un récit extrêmement poignant de cette petite jeune fille juive cachée à Amsterdam. C'est une autre forme de témoignage, assez rare, et que je vous encourage à lire. C'est très facile et très poignant à lire, le journal d'Anne Frank, même si je vous encourage également à lire Primo Levi, euh, qui est un récit extrêmement précis de comment ça fonctionnait dans un camp d'extermination. Voilà. Alors ensuite, d'autres formes de récits ont eu lieu en fait après la Shoah, et en particulier là, donc nous avons des témoignages, hein, donc des gens qui ont vécu directement la déportation, mais il y a également une forme fictionnelle qui a pu être prise, c'est-à-dire des romans qui ont été écrits autour ou sur la Shoah. Alors, il y en a des tonnes, des romans écrits sur ce sujet. L'un des plus deux marquants, pour en parler dans les premiers, le premier c'est 1952, Robert Merle. Robert Merle écrit un, un roman qui s'appelle La mort est mon métier, dans lequel il y a, ce sont en fait les pseudo-mémoires, les fausses mémoires de Rudolf Höss, le commandant du camp d'Auschwitz, qui, dans ce livre, serait en train de se confesser en fait de ce qu'il a fait, raconterait son parcours de commandant du camp d'Auschwitz. Et Robert Merle en fait un personnage relativement froid, un fonctionnaire qui applique les ordres sans vraiment se, se poser trop de questions. Vous avez un extrait sur la droite. Hein. Êtes-vous toujours aussi convaincu qu'il était nécessaire d'exterminer les juifs? Non, je suis plus aussi convaincu. Pourquoi? Parce que Himmler s'est suicidé. Il me regarda d'un air étonné et je repris. Cela prouve qu'il n'était pas un vrai chef, et s'il n'est pas un vrai chef, il a pu très bien me mentir en me présentant l'extermination des juifs comme nécessaire. Il reprit. Par conséquent, si c'était à refaire, vous ne le referiez pas? Je dis vivement. Je le referais, si on me donnait l'ordre. Voilà. Donc, le jeu, évidemment, c'est Rudolf Höss qui parle. Et il reprit, c'est donc, Robert Merle, enfin Robert Merle, qui serait l'intervieweur de Rudolf Höss. Donc, on a ici en fait un récit très particulier, puisque le récit se passe du côté du bourreau, hein, ce qui est assez novateur dans les récits sur la Shoah. Donc en 1952, un livre qui parle des bourreaux, enfin qui parle du bourreau, Rudolf Höss, et qui ne s'attache plus cette fois-ci au témoignage des survivants. Autre exemple de fiction, l'un des livres, l'un des romans les plus célèbres et les premiers romans de fiction sur le thème de la Shoah, c'est Le choix de Sophie de William Styron, qui prend le récit d'une jeune juive rescapée des camps et qui se trouve aux États-Unis, qui est dans la vie, partagée entre deux amours. Et non seulement elle est partagée entre deux amours, mais elle a un secret. Et ce secret, c'est le choix de Sophie, puisque à un moment dans le livre, on apprend que elle a dû, en fait, un officier SS lui a donné le choix euh, de sauver l'un de ses deux enfants. Je n'en dis pas plus sur la suite si vous voulez le lire. Donc voilà. Donc il existe aussi des romans qui traitent de la Shoah, pas uniquement des survivants qui en parlent. Enfin, dernier exemple, enfin, pardon, pas dernier exemple. Euh, Ensuite, dans les années 90, on a un ouvrage majeur sur la Shoah, c'est celui de Georges Champrin, L'écriture ou la vie. Alors, dans L'écriture ou la vie, Georges Champrin mêle deux choses. Il mêle un récit autobiographique et puis une sorte de réflexion sur la, écrire sur la Shoah, sur le fait
de vivre aussi après les camps, et sur l'intérêt de l'art et de la littérature dans les camps. Alors Georges Champrin n'est pas un juif, c'est un espagnol résistant qui s'est battu contre Franco puis contre les nazis, qui a été déporté au camp de concentration de Buchenwald. Et cet ouvrage majeur qui s'appelle L'écriture ou la vie, en fait, il pose enfin, il revient sur la question qu'il s'est posée lui après la Seconde Guerre mondiale, c'est doit-il écrire? Euh, Peut-il écrire? Ou doit-il vivre? Et au départ, il choisit la vie, hein, c'est-à-dire qu'il va faire la fête, se, se concentrer sur les jeunes filles et la fête la nuit. Et puis, très vite, il va être rattrapé en fait par la littérature et son expérience. Alors, deux petits extraits de l'écriture à la vie, hein. Il y aura des survivants, certes, moi par exemple. Me voici survivant de service opportunément apparu devant ces trois officiers d'une mission alliée pour leur raconter la fumée du crématoire, la chair brûlée sur les Lettersberg, les appels sous la neige, les corvées meurtrières, l'épuisement de la vie, l'espoir inépuisable, la sauvagerie de l'animal humain, la grandeur de l'homme, la nudité fraternelle et dévastée du regard des copains. Mais peut-on raconter? Le pourra-t-on? Le doute me vient dès ce premier instant. Nous sommes le 12 avril 1945, le lendemain de la libération de Buchenwald. L'histoire est fraîche en somme, nul besoin d'un effort de mémoire particulier, nul besoin non plus d'une documentation digne de foi, vérifiée. C'est encore au présent, la mort. Ça se passe sous nos yeux. Il suffit de regarder. Ils continuent de mourir par centaines, les affamés du petit camp, les juifs rescapés d'Auschwitz. Il n'y a qu'à se laisser aller. La réalité est là, disponible, la parole aussi. Pourtant un doute me vient sur la possibilité de raconter. Non pas que l'expérience vécue soit indicible, elle a été invivable, ce qui est tout autre chose. On le comprendra aisément. Autre chose qui ne concerne pas la forme d'un récit possible, mais la substance. Non pas son articulation, mais sa densité. Ne parviendront à cette substance, à cette densité transparente, que ceux qui sauront faire preuve de leur témoignage d'un objet artistique, un espace de création ou de récréation. Seul l'artifice d'un récit maîtrisé parviendra à transmettre partiellement la vérité du témoignage. Donc en 94, hein, Georges Champrin en fait euh, pose à nouveau la question de la forme que doit prendre le récit sur la Shoah. Et pour lui, ça doit prendre la forme d'une œuvre d'art, en fait, d'un récit construit de façon artistique. Euh, un témoignage brut ne suffit pas à faire prendre conscience, surtout aussi longtemps après, de la réalité des camps. Euh, Dernier exemple de récit autour de la Shoah, dans les plus récents, celui de Jonathan Little de 2006. Un grand pavé dans la mare, prix Goncourt. Ces bienveillantes prend comme héros. euh, alors, c'est plus du tout le principe des pseudo-mémoires de Rudolf Höss dans La mort est mon métier, hein, où il y aurait une fausse interview d'un génocidaire. Là, en fait, Les Bienveillantes, eh bien, c'est un récit à la première personne euh, d'un personnage des Einsatzgruppen, d'un SS convaincu, qui raconte tout son périple et la mise à mort de masse sur le front de l'Est, donc en URSS, donc par un des officiers des Einsatzgruppen, complètement détaché de ce qui se passe, très observateur par rapport aux massacres qui ont lieu, et sans aucun état d'âme par rapport au milieu de vie qu'il est en train de décimer. Euh, donc ça, voilà, c'est à nouveau un récit du côté du bourreau, hein. Donc vous voyez qu'il y a des fictions qui ont lieu du côté de la victime et également du côté du bourreau. Enfin, je peux pas m'arrêter, enfin, je peux pas parler de littérature et de Shoah sans évoquer deux choses. D'abord la poésie, qui a été employée par un certain nombre d'auteurs qui ont préféré, plutôt que le témoignage brut ou la fiction, passer par une forme poétique pour évoquer les camps. L'une de ces poétesses, c'est Charlotte Delbo, euh,
qui a été résistante, déportée à Auschwitz, qui a fait paraître un certain nombre d'ouvrages dont Aucun de nous ne reviendra. Donc vous avez ici un court extrait du poème. Loin au-delà des barbelés, le printemps chante. Ses yeux se sont vidés et nous avons perdu la mémoire. Aucun de nous ne reviendra. Aucun de nous n'aurait dû revenir. Donc voilà, donc là c'est plus une forme poétique. Je peux vous citer aussi un extrait de Rue de l'arrivée, rue du départ, dans lequel elle dit Il y a des gens qui arrivent, ils cherchent des yeux dans la foule de ceux qui attendent ceux qui les attendent. Ils les embrassent et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage. Il y a des gens qui partent, ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent les enfants. Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui partent. Il y a un café qui s'appelle À l'arrivée et un café qui s'appelle Au départ. Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent. Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. C'est à cette gare qu'ils arrivent, qu'ils viennent de n'importe où. Ils y arrivent après des jours, après des nuits, ayant traversé des pays entiers. Ils y arrivent avec les enfants, même les petits qui ne devaient pas être du voyage. Ils ont emporté les enfants, parce qu'on ne se sépare pas des enfants pour ce voyage-là. Et elle termine par Ils cherchent la plaque de la gare. C'est une gare qui n'a pas de nom. Une gare qui, pour eux, n'aura jamais de nom. Donc là, on a une forme beaucoup plus poétique du récit de la Shoah. Enfin, dernière forme de récit littéraire, c'est la BD, qui a été utilisée aussi pour raconter ce génocide. La BD la plus connue à ce sujet, c'est Moss de Art Spiegelman. Art Spiegelman est le fils d'un déporté à Auschwitz qui a survécu, et c'est un auteur de BD américain. Et donc, dans son récit Maus, qui est un récit majeur, gigantesque, énorme, que je vous recommande vivement de lire, donc il en a fait paraître 2 tomes au moins, en 86 et en 91. Donc là, il utilise le zoomorphisme pour expliquer la Shoah. C'est-à-dire que dans son récit, les souris sont les juifs, ou les juifs sont des souris, et les nazis sont des chats. Et c'est un récit qui entremêle eh bien, les questions qu'il pose à son père, c'est-à-dire que son père lui raconte ce qui s'est passé. Donc il y a la manière dont sa relation avec son père et sur toutes les questions qu'il peut essayer de lui poser, et puis aussi toutes ses interrogations à lui sur comment montrer la Shoah, comment la faire partager, comment la faire comprendre, est-ce que la BD c'est le bon outil, est-ce que c'est pas inutile tout ça, etc. Et puis des planches de BD qui présentent les souvenirs de son père à Auschwitz, depuis son arrivée jusqu'à la vie sur place, à l'extermination qu'il voit à l'œuvre. Voilà. Donc je vous conseille vivement aussi Maus. Voilà, hein, donc vous voyez qu'il y a toutes sortes de formes littéraires qui ont été utilisées pour raconter la Shoah, depuis les premiers témoignages dans les camps, à l'intérieur des camps, au moment où l'extermination a lieu, jusqu'à des fictions euh, très, très éloignées de la réalité pure de ce que vivaient les témoins, hein, avec par exemple la BD qui représente sous forme de souris ou de chat. Euh, mais dans tous les cas, il y a une tentative de faire ressentir, de faire comprendre, de faire partager, que la mémoire ne s'efface pas. Parce que, comme le dit l'un des auteurs autour de la Shoah, l'oubli, c'est une deuxième extermination. Voilà. Donc, cette BD de Maus nous permet de voir comment on a tenté une représentation littéraire. On va essayer maintenant de s'attacher dans une deuxième partie, ce sera une deuxième vidéo, à comment on a filmé ce génocide. Je vous remercie.